Welcome back, bienvenue de retour. Pour votre information, vous étiez plus de 300 à assister à la première partie. Je tiens à vous saluer. Vous venez bien entendu principalement du Luxembourg, mais aussi de France, d'Allemagne, des Pays-Bas, d'Angleterre. De manière plus exotique, je voudrais saluer les courageux qui nous regardent depuis les États-Unis, qui nous regardent depuis l'Australie, depuis l'Albanie et depuis la Nouvelle-Calédonie. Le sujet suivant va évidemment beaucoup vous intéresser puisque nous allons parler d'un des défis majeurs de la digitalisation, à savoir aussi la protection de nos salariés contre l'infobésité. Nous l'avons vécu, je pense, tous pendant le Covid. Nous sommes devenus addicts à nos tablettes, à nos PC, à la connexion. La division entre la vie professionnelle et privée est devenue compliquée. Le rôle du manager a été réinventé. Et on a vu véritablement cette masse d'informations arriver vers nous. Ces calls qui s'enchaînaient en vidéo les uns derrière les autres. Et évidemment, comment tout ça peut-il fonctionner? Alors, je suis très heureux en fait de vous introduire à notre panel d'experts qui vont se questionner tour à tour sur la gestion de l'information, le rôle du manager, le rapport au temps dans l'organisation professionnelle et les risques de l'hyper-individualisation du travail. Alors, n'hésitez toujours pas à poser vos questions. Vous savez que c'est à droite de votre écran. Elles arrivent directement devant nous et pour nos invités. Donc, ça leur permet également de garder le contact avec vous, de garder cette interactivité. N'oubliez pas aussi que vous pouvez parler aux participants. C'est extrêmement simple. Vous cliquez sur participants, vous accédez à leur nom et vous leur fixez un rendez-vous. Comme vous venez de le vivre, il y aura pendant la journée différentes pauses qui vous permettent de parler avec eux. Je passe immédiatement la parole à Mathilde Leray, qui gère le projet cofinancé par le Fonds social européen InfoFlow Séville pour IMS, qui va nous présenter ses trois invités. Mathilde, floor is yours. Merci beaucoup Christian. Bonjour à tous. En effet, la digitalisation de nos pratiques professionnelles est avant tout un progrès pour faciliter nos modes de collaboration et rendre possible toutes sortes de communications, dont certaines que nous n'aurions vraisemblablement pas imaginées il y a 20 ans, mais quelques-unes qu'on n'aurait peut-être pas imaginées il y a 8 mois. Non seulement les modes de communication se multiplient et vont de plus en plus vite, mais le volume d'informations disponibles double désormais tous les 4 ans. Résultat, nous avons tous à gérer beaucoup d'informations, beaucoup de communications et donc beaucoup de sollicitations cognitives au cours de chacune de nos journées de travail. Cela peut produire parfois un trop-plein ou une surcharge. C'est le phénomène d'infobésité qui est très présent dans nos milieux professionnels. Avec nos invités ce matin, nous allons identifier le point de départ pour dépasser ce phénomène et envisager une forme de bien-être numérique professionnel. Pourquoi c'est important ? Comme l'a dit Christian, non seulement et bien entendu pour préserver les individus dans les organisations, mais également pour permettre un management de la connaissance favorable au succès de l'activité professionnelle dans son ensemble. Par connaissance, on entend à la fois les informations dont nous avons besoin pour travailler, ce que nous savons, mais aussi les humains, nous tous, qui les manipulons au quotidien et donc ceux qui savent. Avant de passer la parole à nos invités, je complète ce qu'a dit Christian sur les petits rappels techniques. C'est un forum interactif. Nous aurons le temps pendant cette table ronde de répondre à quelques questions extérieures. Donc n'hésitez pas à réagir, partagez vos questions dans le chat ou à poster des commentaires sur Twitter et LinkedIn, #LSF2020. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Bonjour à tous les trois et merci d'être avec nous aujourd'hui. Caroline Sauvageol-Rialan, vous êtes experte de l'infobésité et de la gestion informationnelle et vous dirigez le cabinet de conseil en gestion de l'information Socoment. Selon vous, à quoi pourrait ressembler un contexte professionnel idéal quand on parle d'information ? Bonjour, ravie d'être parmi vous ce matin. Une information idéale, à mon avis, ce serait une information qui serait juste, c'est-à-dire qui serait vraie. C'est une information qui serait utile pour la personne à qui elle s'adresse et c'est une information qui serait livrée au bon moment. Voilà, je crois qu'il est indispensable aujourd'hui pour les organisations de structurer, de masteriser leur information interne et externe, c'est-à-dire de fixer des règles collectives et organisationnelles pour une meilleure gestion de leur information et de fixer également un certain nombre de règles déontologiques dans leurs échanges avec leur public à la fois interne et externe. L'information, c'est quelque chose
qui est très local. On ne peut pas fixer les mêmes règles dans toutes les organisations. Il n'y a pas de copier-coller qui marche par rapport à ça. Il est essentiel pour les organisations de structurer leur information en fonction à la fois de leur métier, bien évidemment, de leur public interne. On ne communique pas de la même manière dans une start-up et dans une grosse entreprise, bien sûr, et puis en fonction également de leur culture. Merci beaucoup. Gaëtan de Lavilléon, vous êtes docteur en neurosciences et vous dirigez Cogix, une agence qui s'appuie sur les sciences cognitives pour améliorer les environnements et les modes de travail. Pour vous, quelle serait l'organisation d'une entreprise idéale ? Bonjour Mathilde, bonjour à toutes et à tous. C'est une question assez délicate qui demande de se projeter un peu vers un monde utopique, mais du point de vue des sciences cognitives, on a pris conscience, ou si vous voulez, la société a pris conscience qu'on est dans un monde et dans des modes de travail où le cerveau est soumis à de plus en plus de tensions. C'est le cas de l'infobésité, c'est pas le seul, mais on est bombardé d'informations et notre cerveau, qui lui a pris des millions d'années pour évoluer et devenir ce qu'il est, n'a pas la capacité à gérer toute cette information. Il ne dispose pas d'autant de ressources qu'on le souhaiterait. Pour moi, une entreprise idéale, c'est déjà une entreprise qui a pris conscience de ça, qui prend conscience des limites de nos ressources cognitives et qui, de cette prise de conscience, va tout mettre en œuvre pour préserver durablement les ressources cognitives de ses salariés. Ça peut passer, selon nous, par deux leviers principaux. Le premier, c'est d'intégrer le fonctionnement universel du cerveau dans le design de l'organisation des modes, des espaces de travail. Donc, par exemple, d'aller préserver l'attention des collaborateurs en designant des espaces qui vont permettre de réduire les sollicitations, mais également en utilisant des outils qui vont permettre de réduire ces sollicitations, ou dans un autre registre, de mettre le capital social comme une priorité. Nous sommes des animaux sociaux, nous avons besoin des autres, nous avons besoin de nos pairs pour notre bien-être, mais aussi pour nos capacités, et donc il faut intégrer ça dans le design de l'organisation. Et le deuxième levier, qui est un peu plus complexe à mettre en œuvre, c'est, au-delà de tous ces process et cette structure, de permettre une flexibilité pour intégrer cette fois la variabilité interindividuelle. On n'a pas tous les mêmes capacités. Pour vous donner un exemple assez concret, il y a à peu près 10% de la population qui a un chronotype du soir, 10% un chronotype du matin. On le ressent toutes et tous. Quand on fait partie de ces catégories, on n'a pas les mêmes capacités, la même vigilance en fonction de l'heure de la journée. De fait, avoir des horaires de travail qui sont exactement les mêmes pour 100% de la population, ça n'est pas justement intégrer ces connaissances et cette variabilité entre les individus. Donc mettre en place des process, une structure qui protège les ressources cognitives de tous les salariés tout en laissant une certaine marge de manœuvre pour que chacun puisse adapter cela en fonction de ses propres capacités, son propre fonctionnement. Merci beaucoup Gaëtan. Olivier Charbonnier, vous accompagnez la transformation du travail et des organisations professionnelles et vous êtes directeur général du groupe Interface Decides. Pour tendre vers l'entreprise idéale, on commence comment ? Bonjour, d'abord bonjour à tout le monde, bonjour Mathilde. Alors, pour tendre vers l'entreprise idéale, je dirais qu'il y a 3 conditions. La première, c'est déjà que l'entreprise soit consciente qu'elle baigne dans une société cognitive et que dans cette société cognitive, sa matière première, c'est de l'information et les usines qui traitent cette information, c'est les cerveaux. Déjà, il faut qu'elle comprenne bien ça et qu'elle ne considère pas que l'information, c'est un truc en plus qui est arrivé, mais c'est vraiment au centre. La deuxième condition, c'est qu'elle comprenne clairement quels sont les impacts positifs, mais aussi négatifs de tout ça. Schématiquement, on peut dire qu'il y en a 3. Premier impact, c'est un phénomène d'accélération. Quand Trey Tomlinson a envoyé son premier mail en 1971, il n'imaginait pas à quel point il allait accélérer les transactions entre nous et tout ce que ça allait entraîner. Donc accélération, amplification, à partir du moment où l'information est là, très vite on peut amplifier des événements, donc ça vient altérer notre attention, la questionner. Et puis le troisième élément, la troisième conséquence, c'est un phénomène de catalyse ou de génération, c'est-à-dire que cette société de l'information génère de façon accélérée de la connaissance et au point de nous submerger et de nous obliger à apprendre à discerner. Donc, première condition, c'est central, matière première, usine. Deuxième condition, ça a des effets importants. Puis troisième condition, qui me paraît peut-être la plus importante, c'est qu'elle soit consciente que c'est ni de la responsabilité exclusivement individuelle, ni de sa responsabilité, ni de la responsabilité du manager, mais que c'est bien ces 3 niveaux qu'il faut aligner, c'est-à-dire le niveau micro, méso, macro. On a parlé tout à l'heure de règles avec Caroline, effectivement, d'outils aussi avec Gaëtan, de prise en compte individuelle. Et c'est dans sa capacité à aligner
l'action autour de l'information de ces 3 niveaux, qu'elle y arrivera. Si simplement elle se décharge sur l'individu en disant c'est sa responsabilité, ou si au contraire elle prend tout sur elle, ça ne marche pas. Et donc nous on travaille beaucoup sur l'alignement de ces 3 niveaux pour en faire une entreprise entre guillemets idéale, ou en tout cas tendre vers ça. Merci beaucoup. Effectivement, je crois qu'on a une meilleure vision de l'environnement de travail idéal, même si, comme tu l'as bien rappelé, Gaëtan, c'est l'objectif vers lequel tendre. On reste un peu sur une vision utopique, mais pourquoi pas qui deviennent de plus en plus ancrées dans toutes nos réalités de travail. Je vous propose d'interroger la fonction de manager, comme et vous l'avez cité Olivier. Et donc le manager, c'est vraiment un rôle essentiel dans les organisations, mais c'est extrêmement difficile de trouver le bon exercice, le bon équilibre pour l'exercer. Si on reste bien sur les thématiques de l'information et de la connaissance circulante, à votre avis, quels sont les points de vigilance à prendre en compte ? Caroline, selon vous, par où faut-il commencer ? Je crois qu'il faut commencer par dire aux managers qu'ils doivent se montrer exemplaires, même si c'est compliqué, même s'ils sont entre le marteau et l'enclume dans l'entreprise. Pourquoi ? Parce qu'on sait que les salariés calent leurs pratiques infocommunicationnelles sur celles de leur manager. Donc le manager a une double responsabilité, à la fois de se montrer exemplaire, notamment par rapport aux périodes de connexion pendant lesquelles il va solliciter effectivement les collaborateurs, et donc ne pas communiquer en dehors des heures de travail, c'est-à-dire être capable d'anticiper sur ces demandes pour ne pas maintenir les équipes perpétuellement en situation de connexion. Il doit aussi montrer l'exemple à ceux de son équipe qui vont vouloir justement se connecter et communiquer en dehors des heures de travail. Il doit imposer le retour aux horaires de travail normaux dans la plupart des cas. Et puis par ailleurs, il a une responsabilité sur la structuration de l'activité infocommunicationnelle de son service. Et à cet égard, il lui revient de choisir avec ses équipes les outils qui vont être les plus adaptés pour communiquer, parce qu'un service, c'est une activité de travail avec une récurrence, évidemment, une répétition. Et donc, il doit anticiper sur les outils à utiliser, sur les délais de réponse à se fixer avec l'équipe, afin justement de lutter contre l'individualisation du travail. Donc, il doit choisir les outils, il doit choisir les délais, il doit éviter aussi un certain nombre de comportements déviants, entre guillemets, comme par exemple le fait de solliciter un collaborateur avec 7 outils différents dans l'attente d'une réponse. On choisit un outil et on attend en fonction du temps de réponse, en fonction de ce qu'on attend, et on s'en tient à un outil, bien évidemment, parce que sinon l'autre a toutes les notifications auxquelles il faut répondre. Merci beaucoup. Olivier, est-ce que vous souhaitez compléter ? Oui, moi je dirais que nous on avance de façon très pragmatique avec les managers et comme vous l'avez souligné Mathilde, d'autant plus pragmatique qu'on les charge quand même beaucoup, donc c'est encore un peu plus. Alors on en arrive à 2 constats. Le premier, c'est qu'il y a consensus pour dire que la façon de conduire une réunion surdétermine derrière cette question des flux d'informations. C'est-à-dire concrètement, une réunion trop longue conduit à gérer ses mails pendant la réunion, à être en multitasking, c'est pas bon. Et donc, on voit bien que la question du tempo de la réunion, de la durée de la réunion, de la façon dont l'information même va circuler, va être assez surdéterminante. Deuxième élément, c'est que le pendant de ces réunions plus courtes, plus dynamiques, plus rythmées, c'est la capacité du manager à faire vivre un informel plus souple, plus fluide, dans lequel il y a plein d'informations qui circulent et qui n'ont pas forcément vocation à circuler pendant la réunion. Mais c'est vrai qu'à l'arrivée, je crois que le plus important peut-être à retenir, c'est que les solutions vont être contingentes. C'est ce qui nous conduit, nous, à travailler sur le principe de l'expérimentation, c'est-à-dire qu'on invite les managers et leurs équipes à expérimenter à leur façon, en fonction de leur sociologie, de leur métier, de leurs contraintes, de leurs besoins, etc., à expérimenter pendant 1 mois 3 types de situations. Il y a les hyperconnectés, il y a les hypoconnectés, il y a les mésoconnectés, et chacun remplit un petit carnet d'ethnologue sur lequel il inscrit tout ce qu'il ressent en étant hyperconnecté, hypoconnecté ou mésoconnecté. Et ensuite, on brasse tout ça et on revient auprès des managers et de leurs équipes avec bien souvent 10 à 15 propositions qui émanent directement des utilisateurs. Et à partir de là, on construit avec les équipes des solutions ad hoc, de fait, qui correspondent bien plus à leurs pratiques et à leurs contraintes. Merci beaucoup. Gaëtan, je me tourne vers vous. En quoi les sciences cognitives peuvent nous aider à prendre en compte les éléments essentiels qui viennent d'être abordés par Caroline et Olivier ? Et surtout, est-ce que les sciences cognitives peuvent nous
déculpabiliser ou nous éclairer sur pourquoi c'est pas aussi simple finalement dans les réalités de travail, de structurer son information, de prendre en compte les spécificités des individus et l'ensemble de ce qui vient d'être dit. Alors, les sciences cognitives, elles viennent nous alerter, nous éclairer sur un phénomène qui d'ailleurs va dans le sens de ce qu'Olivier disait sur les expérimentations, c'est la question de la perception de l'information. On a tendance malheureusement à penser qu'une information, c'est quelque chose d'assez objectif, d'assez presque quantifiable, c'est une data, et qu'on va tous le voir de la même manière. En réalité, on a une perception de l'information qui va varier en fonction de chaque individu, qui va traiter justement cette information. Et je pense que dans ce sens-là, le rôle du manager, c'est de s'assurer justement d'un partage assez éclairé de cette perception de l'information, de s'assurer que la perception que lui va avoir de l'information sera la même que celle de ses collaborateurs et collaboratrices. C'est un sujet, je fais un pas de côté, mais c'est un sujet qu'on voit beaucoup autour des fake news aujourd'hui. Ça devient un enjeu de société de voir comment une information peut être traitée de manière complètement différente d'un individu à l'autre. On a tous, en fait, l'information va venir être traitée par notre cerveau et va entrer en interaction avec toutes les représentations internes qu'on avait d'un sujet. Et typiquement, dans le cadre de la circulation de l'information, on va pouvoir voir assez fréquemment des managers envoyer une demande à leurs collaborateurs ou collaboratrices sans dire que celle-ci est urgente. Lui n'y met pas une perception d'urgence. Pour autant, lorsqu'elle est perçue, il y a une notion d'urgence qui va être accolée parce que justement, cette information provient du manager et qu'il a cette représentation. Et donc, je pense que le manager doit justement, face à cette variabilité des perceptions, créer un cadre dans lequel lui et ses collaborateurs, mais également ses collaborateurs entre eux, vont pouvoir partager la même réalité, entre guillemets, autour de la circulation de l'information. C'est pour ça que les expérimentations vont, selon nous, dans le bon sens, puisqu'elles vont permettre, dans un temps donné, de cadrer, justement, de partager et de faire évoluer ensemble ces représentations. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième, c'est de prendre bien conscience que c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps. On a été conditionné au fur et à mesure du temps face à l'information. En seulement 10 ans, finalement, notre téléphone portable est venu renforcer un grand nombre de comportements, tout comme on le fait avec un chien qu'on va essayer de dresser. Je suis désolé de prendre cette analogie, mais encore une fois, on reste des animaux et de la même manière qu'un chien, on peut se conditionner et on est conditionné dans notre rapport à l'information. Et donc, il faut là aussi, de la part du manager, intégrer ça comme un processus de transformation qui va prendre du temps, qui va nécessiter des efforts et qui ne peut pas se faire, ou en tout cas, c'est comme ça qu'on l'accompagne, uniquement au travers d'une conférence, d'une formation ou d'une charte de bon usage de l'information. Merci beaucoup. Je vous prends un peu par surprise parce que je vois la question qui est posée par nos spectateurs qui dit quid de la responsabilité sur le contenu en conformité avec les valeurs de l'entreprise notamment. Est-ce que l'un de vous souhaite réagir à cette question ? Je crois que la question du contenu, elle est évidemment essentielle. Et moi, je suis fascinée qu'au XXIe siècle, à l'ère où l'information, on sait que c'est l'or noir des organisations, c'est tellement important. Et finalement, on n'évalue pas les cadres, les managers, sur la façon dont ils émettent de l'information. Il y a des mauvaises pratiques avérées, comme par exemple le fait d'envoyer un premier mail et avec une demande très partielle. Et puis, pendant toute la journée, on va refaire des sollicitations sur la même personne en avançant par rapport à cette demande. C'est inacceptable aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que ça interrompt le travail des autres perpétuellement. Ça va demander le double de temps pour tout le monde à traiter. Donc la qualité de l'information, ça devrait entrer vraiment dans l'évaluation du travail d'un cadre et d'un manager. Ça me semble l'évidence et malheureusement, c'est pas fait. Pourquoi aussi il faudrait l'intégrer sur l'évaluation des managers et des cadres ? Parce que c'est quand même le traitement des mails, notamment, c'est 30% du temps de travail d'un cadre. Et donc, donc on a une responsabilité collective par rapport à ça, et une responsabilité individuelle. Et donc voilà, je pense qu'il faut l'intégrer à l'évaluation, c'est évident. Vous voulez ajouter quelque chose ? Juste pour rebondir sur le propos de Caroline que je partage, on travaille notamment avec Gaëtan un peu sur cette idée d'empreinte cognitive. Un peu comme il y a l'empreinte carbone, il y a cette idée d'empreinte cognitive. Et effectivement, très concrètement, quand je fais un mail qui est très très long, a priori, je vais laisser une empreinte cognitive auprès de mes interlocuteurs bien plus forte que quand je fais un mail que j'ai arrangé pour être le plus court possible. Si en plus je l'envoie à 100 personnes, je ne vous raconte même pas l'empreinte cognitive que je laisse. Alors après, nous, on va plus travailler avec Geeks et Gaëtan sur la question de l'évaluation de l'empreinte cognitive à l'échelle d'une organisation plus qu'à l'échelle d'un individu, parce que c'est toujours un peu délicat. Mais c'est vrai que cette question de la sensibilisation que j'ai de ce que je suis à la fois victime mais aussi bourreau. À chaque fois que j'émets une information, de fait,
je laisse une empreinte cognitive. Donc je crois qu'effectivement, cette question du regard qu'on porte sur les pratiques devrait être centrale et devrait être davantage valorisée et regardée qu'elle ne l'est aujourd'hui, là où on a le sentiment qu'elle est un peu mise sous le tapis. Et comment on fait? Parce que par exemple, moi je suis sur le point d'envoyer un mail et je me dis, et donc il est hyper long. Il vaut mieux quoi? Je sépare par sujet, j'en envoie plusieurs, je diffère dans le temps. Qu'est-ce que je fais quand j'ai un mail à envoyer et que en fait il y a 5 informations importantes sur un dossier en cours? Soit j'update, soit je pose une question, soit qu'est-ce que ce serait le bon conseil? Ouais, après, pour le coup, c'est ce qu'on observe et c'est du bon sens. Hein, mais très concrètement, je vais le faire le plus court possible. Je ne vais pas hésiter à mettre 3-4 puces pour le structurer. Éventuellement, il y a des informations que je ne passerai peut-être pas par mail parce qu'il vaudra mieux en parler par téléphone. Enfin, en fait, il n'y a pas de prescription au bon mail. Il y a en revanche une exigence à se poser la question à chaque fois qu'on envoie un mail de l'empreinte cognitive qu'on va laisser. Je dirais un peu comme on commence à intégrer l'idée qu'on laisse une empreinte carbone quand on se déplace tout seul en voiture et qu'on y est sensible. Là, de la même façon, ça devient un sujet assez urgent qu'on a intérêt à questionner. Et donc, après, à chacun de bricoler en quelque sorte pour réduire au maximum l'empreinte cognitive qui... Pour moi, il y a quand même quelques bonnes règles, comme par exemple un mail, un sujet. Ça me paraît être vraiment une bonne règle. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on trace beaucoup l'activité et le fait de pouvoir classer le mail, voyez, par interlocuteur, par sujet, c'est beaucoup plus facile. Donc, on sait que la surcharge infocommunicationnelle, elle provient pas tant de la quantité d'informations que de la difficulté à la traiter. Donc, quand on reçoit un mail avec 10 sujets dedans, c'est très compliqué parce qu'on se dit, est-ce qu'on répond à une partie, quand est-ce que je répondrai à l'autre? Donc un mail, un sujet, c'est beaucoup plus facile à traiter. Et il y a une bonne pratique, je trouve, anglo-saxonne, qui consiste à mettre avant, cher Franck, chère Laura, une phrase, quand on a un mail un peu compliqué, un peu long, une phrase qui résume vraiment l'ensemble, de manière synthétique, en une phrase, l'ensemble du mail. Et du coup, ça aide à prioriser, à hiérarchiser pour le récepteur du message. Merci beaucoup. Comme je l'ai évoqué en ouverture de cette table ronde, les outils digitaux sont clairement formidables. Ils ont facilité quand même beaucoup de notre quotidien de travail. On a réduit les temps de transfert d'informations à presque rien, c'est exceptionnel. Maintenant, est-ce que cette rapidité est toujours synonyme de gain de temps et de la qualité du travail qu'on peut faire très très vite? Caroline, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est une grosse question. Olivier parlait tout à l'heure de l'accélération. C'est clair que voilà, c'est un des aspects énormes de l'introduction du digital dans le travail. Les outils digitaux ont rendu possible la synchronisation de tous avec chacun à travers le monde, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Donc, effectivement, il y a des impacts. Et je crois que ce qui est essentiel, c'est vraiment de remettre de la temporalité dans les échanges. Il y a des bonnes pratiques à cet égard. Un certain nombre d'organisations ont fixé des règles. Vous voyez, comme par exemple un délai de 48 heures pour un mail en interne et 24 heures pour l'externe. Donc 48 heures en interne, 24 heures pour l'externe, de façon à ce que, quand il y a une demande urgente, ça ne passe pas par mail. Et de façon à décaler effectivement les personnes de leur boîte mail, puisque ce dont on se rend compte avec cette accélération, c'est qu'il y a des impacts vraiment négatifs, notamment en termes cognitifs, comme voilà, vous l'avez dit tout à l'heure, mais en termes de capacité de concentration et de traitement de l'information. Donc effectivement, on n'arrive plus à gérer l'information parce qu'il y en a trop et parce que ça va trop vite. Il y a des risques sur l'innovation, évidemment, en lien avec cette accélération. Il y a des risques qui sont en lien avec la productivité de l'organisation. Pourquoi? Parce qu'on sait que les interruptions, notamment quand on consulte sa messagerie électronique au fil de l'eau, ça génère des interruptions perpétuelles et on a du mal à se reconcentrer sur la tâche initiale. Le temps pour se reconcentrer sur la tâche initiale est entre 10 et 20 fois le temps de la distraction. C'est pour ça qu'il y a une recommandation absolument essentielle, c'est bien sûr de ne pas traiter ces mails au fil de l'eau, mais de les traiter de manière groupée à certains moments de la journée, mais surtout pas toute la journée. Merci. On entend souvent dire, de toute façon, moi je ne m'y retrouve plus, tout est urgent. Et donc, est-ce que tout est urgent ? Ou est-ce que normalement l'urgence, ça devrait incarner qu'une certaine part de notre temps de travail? Dans une bonne organisation de travail, on dit quand même que l'urgence, ça devrait être 10%.
voilà, des activités de l'organisation. Mais cette accélération dans le travail qui a été générée par les outils, finalement, permet à quelqu'un de solliciter une autre personne dans les 10 minutes, alors que ce n'est pas du tout une nécessité et qu'elle aurait pu anticiper sa démarche. Donc, comme Olivier l'a dit aussi tout à l'heure, on est victime de cette infobésité. En même temps, on en est les premiers acteurs. Donc, pour des règles déontologiques, voilà, de meilleure communication entre nous, il faut toujours se poser la question de la personne à qui on s'adresse. Est-ce que vraiment on ne pouvait pas lui faire cette demande la veille ? Et il faut remettre encore une fois de la temporalité et se montrer correct par rapport aux attentes en termes de temps qu'on peut avoir vis-à-vis de ses interlocuteurs. Mais si vous voulez, ce que j'observe, c'est que la messagerie électronique dans une entreprise, c'est le miroir de l'organisation et de ses relations internes, notamment hiérarchiques. Aujourd'hui, on voit par exemple une mauvaise pratique qui se généralise, c'est le fait que des managers demandent à leurs collaborateurs, quand ils sont en réunion, une disponibilité en temps réel pour répondre aux questions qu'eux-mêmes posent parce qu'ils n'ont pas eu le temps de préparer la réunion. Et donc, ils n'ont pas eu le temps de préparer la réunion, ils demandent à leurs collaborateurs de les aider à travers des chiffres, voyez, des informations. Et tout ça, ça maintient tout le monde dans une temporalité d'immédiateté. Et derrière l'immédiateté, il ne peut pas y avoir qualité. Je crois que ça, c'est quand même extrêmement important. Alors 10%, pour qu'on se rende tous bien compte, 10% sur notre semaine de travail, ça représente une demi-journée. Donc si vous avez moins d'une demi-journée passée à répondre à des urgences, vous êtes au top. Si ce n'est pas le cas, potentiellement on peut continuer à écouter ce qui va suivre. Et notamment Gaëtan, est-ce que 10%, comment vous réagissez à ça, 10% des urgences sur une semaine de travail ou sur une journée de travail ? Alors c'est un chiffre qui est intéressant puisqu'il peut être mis en miroir de, encore une fois, la façon dont notre cerveau a évolué. Notre cerveau, il n'est pas câblé pour traiter des urgences de 8h du matin à 19h. Pour la simple et bonne raison que d'un point de vue évolutif, une urgence, par le passé, elle pouvait indiquer un risque de mort. Et donc, on est des animaux qui sommes faits pour survivre. Donc, dès lors que je reçois une urgence, tout mon cerveau et mon système attentionnel et mon organisme va se mettre en capacité de réagir. C'est ce qui va nous permettre de réagir à des challenges, de réussir à les accomplir. Donc, c'est très très bien. Pour autant, ça ne doit pas se faire en permanence, du matin jusqu'au soir, sur la journée de travail et encore moins en dehors. Maintenant, ça amène à se poser la question du temps. Et je pense que de la même manière que le disait Olivier, il faut que ça devienne un réflexe de se poser la question de l'empreinte cognitive d'un mail qu'on va envoyer. Il faut se poser la question du rapport au temps qu'on a et la façon dont notre cerveau, lui, va traiter les informations justement au cours du temps. On a, il y a quelques semaines, on avait le président du MEDEF en France, donc la principale organisation patronale, qui nous disait que la valeur d'un pays, la richesse d'un pays pouvait se réduire à la somme, la multiplication du temps travaillé par salarié fois le nombre de salariés présents dans le pays. Ce qui revient à considérer qu'une activité de travail, une activité cognitive peut se résumer au temps que je passe sur une tâche. En réalité, notre cerveau continue à traiter les informations en dehors du temps passé sur une tâche. Ça a été extrêmement étudié pendant le sommeil, qui est un des temps d'inactivité les plus caractérisées, du moins apparentes, puisque notre cerveau est autant, voire plus actif pendant le sommeil, paradoxalement. Notre corps ne bouge pas, mais lui, notre cerveau, il va continuer à répéter un certain nombre de séquences qu'il a vues pendant la journée. Et là où ça devient intéressant, c'est que pendant ces temps d'inactivité, il va créer des nouvelles associations. Il va créer des associations entre des informations qu'il n'en avait pas jusqu'alors, puisqu'il est déconnecté. Une des théories, c'est qu'il est déconnecté du réel et que tout d'un coup, il peut venir manipuler toutes ces informations. Donc, ces temps de récupération, que ce soit le sommeil, mais également les pauses qu'on va prendre en journée, la sieste qu'on va pratiquer après le déjeuner et qui est nécessaire pour environ 30% de la population, ça va permettre à notre cerveau, d'une part, de récupérer de toutes ces urgences qui auront fait monter un certain nombre d'hormones qui sont toxiques à trop long terme, mais ça va lui permettre en plus d'avoir des nouvelles idées créatives, de mieux mémoriser des informations et donc de créer de la connaissance à partir de là. Donc finalement, on a tout à gagner à revoir la question du temps, à ralentir et à permettre aux salariés, que ce soit par des questions d'espace, d'organisation du temps, de culture également, de justement s'autoriser à prendre ces temps de récupération et à déconnecter également dans le temps de travail. Depuis quelques années, la question de la déconnexion fait quand même assez consensus et c'est des choses qui sont en train de bouger en dehors du temps de travail. Il faudrait maintenant qu'on la pose, non pas dans un cadre légal, mais en tout cas qu'on la pose sur les temps de travail en journée pour justement permettre de ralentir et de revenir plus efficace à sa tâche et d'avoir plus de ressources le soir aussi en rentrant chez soi.
Merci beaucoup. Olivier, Caroline et Gaëtan ont bien attiré notre attention, notamment sur les besoins et sur les capacités individuelles. Chaque individu, quand on est plutôt en mode réception et qu'on est nous-mêmes sollicités par l'extérieur. Est-ce que vous pimenteriez un petit peu le débat en nous mettant en perspective l'intérêt collectif, quand même, l'intérêt de l'entreprise? Oui, alors... D'abord, je voudrais juste réagir un peu aussi à ce qui s'est dit, mais effectivement, je crois que nous, en tant qu'individus, quand on reçoit des mails, il se passe deux choses. En tout cas, c'est ce que nous disent les salariés quand on discute avec eux et qu'on essaie de détricoter. Premier élément, il se passe ce qui se passait déjà un peu dans la tête de Charlie Chaplin, vous vous souvenez, dans les temps modernes, quand il voyait cette bande, cette chaîne de fabrication, cette chaîne de montage qui, à un moment donné, semblait s'accélérer parce qu'il avait perdu du temps. On voit bien que si on ne traite pas nos mails tout de suite, on a le sentiment qu'on va passer notre journée à ramer, à remonter le courant, voire ce sera la punition du soir que de les traiter ce soir parce qu'on n'a pas pu les traiter dans la journée. Donc déjà, cette notion d'urgence, on voit qu'elle est très subjective, très relative et qu'elle participe presque plus de ce sentiment de se laisser déborder et envahir, quand bien même ce ne serait pas urgent. Le deuxième élément, et je crois que Gaëtan l'a un peu effleuré en l'évoquant, c'est que quand on reçoit un mail, c'est une petite décharge d'adrénaline, on a envie aussi d'aller voir, on est un peu curieux, et donc on n'est pas forcément toujours très, très honnête, on pourrait ne pas le voir, mais on a quand même envie d'y aller. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas forcément beaucoup avancé, on a juste fait le constat qu'on ne voulait pas être débordé, qu'on prenait parfois paradoxalement un peu de plaisir. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut surtout se dire qu'effectivement, il y a aussi une phase positive, c'est que tout ça nous permet de fonctionner de façon collective, tout ça nous permet d'interagir, que finalement, c'est aussi parce qu'on a ces connexions-là et ces mails-là, et qu'on vit dans une société et qu'on n'est pas tout seul, complètement isolé. Alors, du coup, j'ai pas la solution, mais par contre, la proposition que je fais, c'est de dire ne cherchons plus le grand soir où on va trouver la solution qui va nous permettre de mieux vivre dans ce monde hyper connecté, mais travaillons plutôt petit matin après petit matin en mettant en débat, en discutant autour de la machine à café, en parlant entre nous, pour ensuite cranter à travers des micro-expérimentations, individuelles ou collectives, dont on discutera en réunion, de façon à essayer, en quelque sorte, de calmer un peu le jeu collectivement, là où individuellement, parfois, on n'y arrive pas. Et donc, c'est de remettre aussi au groupe, à son manager et à son équipe, le soin de partager ces micro-expérimentations pour gratter matin après matin des solutions. Merci beaucoup. Donc, on a mieux cerné la question du temps et on a commencé à effleurer le fait que la digitalisation encourage une hyper-individualisation de nos modes de travail, mais aussi, de fait, une hyper-individualisation de notre traitement de l'information. Et du coup, on va s'intéresser à ce sujet-là et on va prendre en même temps les questions puisque ça va se croiser. Donc, je vais en lire. Il y en a deux. Il y a limite de la séparation du temps de travail et vie privée avec le téléworking quasi permanent, excusez-moi. Et on en avait une autre qui était, mais alors comment on fait pour les appels, les emails le soir et le week-end? Est-ce qu'il y a une éducation collective à refaire? Alors là, c'est mes mots de mémoire, c'est pas exactement les mots de la question, mais l'idée était bien là. Caroline, donc sur cette période de télétravail généralisé, quel constat est-ce qu'on pourrait faire ? D'abord, on parle tous de télétravail pendant cette période-là, mais je rappelle que le télétravail, normalement, c'est on télétravaille sans avoir ses enfants dans le salon quand même. Or là, ce qu'on a tous vécu, c'est le télétravail plus, effectivement, les vies familiales. Donc, ce n'est pas du télétravail, en réalité. Ça a été juste l'enfer. il faut quand même bien le dire. D'ailleurs, les études récentes montrent qu'il y a quand même une augmentation des risques psychosociaux, il y a une augmentation des dépressions, il y a une augmentation des séparations depuis... Bon, donc, c'est quand même pas une très bonne période. Je crois que l'aspect positif, c'est d'avoir montré que le télétravail pouvait fonctionner. Mais le télétravail, il peut fonctionner avec un certain nombre de conditions, bien évidemment. Et d'abord, il ne peut pas être imposé. C'est assez compliqué de l'imposer. Et par exemple, PSA, Peugeot Citroën, qui a annoncé cet été que désormais, 4 jours sur 5, pour tous les salariés de l'entreprise se passer obligatoirement en télétravail, est exposé depuis effectivement cette annonce à une des demandes récurrentes des syndicats qui dit c'est hors de question, on veut revenir sur le lieu de travail. Donc on voit bien qu'il y a des attentes complètement contradictoires à cet égard. Il y a des gens qui veulent être en télétravail au maximum, il y a des gens qui veulent retourner sur le lieu de travail. On observe que les jeunes, par exemple, veulent retourner sur le lieu de travail.
Évidemment, évidemment. Mais par rapport à la question de l'activité infocommunicationnelle en dehors des heures de travail, je crois qu'il est impératif, et pour répondre à l'une des questions, je crois que déjà, il y a une responsabilité individuelle sur le fait de ne pas donner l'habitude à ses interlocuteurs de répondre en dehors des heures de travail et bien sûr de ne pas solliciter les autres en dehors de ces heures de travail. L'individualisation du travail en lien avec les technologies nous permet de travailler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. C'est une flexibilité qui est très attendue et très appréciée par les cadres. Par contre, elle ne fonctionne que si on n'impose pas ces horaires de travail aux autres, en dehors, bien sûr, des horaires de travail classiques. Pourquoi ? Parce que si on fait ça, ça implique effectivement qu'on travaille de minuit à 11h59, 23h59. Donc c'est très problématique. Maintenant, pour que ça fonctionne, la non-sollicitation en dehors des heures de travail, et notamment par mail, il faut négocier cela avec, évidemment, l'entreprise et le négocier en particulier avec son manager. C'est-à-dire de fixer avec lui des règles pour qu'on puisse échanger en cas d'urgence sans que ça passe effectivement par la boîte mail. Pourquoi ? Parce que sinon, ça maintient tout le monde en connexion permanente avec la boîte mail. Et j'observe que quand j'interviewe des cadres sur le sujet, des cadres me disent « oui, mais je consulte, hein, c'est vrai, mais je réponds jamais. » En dehors des heures de travail. Et je réponds toujours, la charge cognitive, et je pense que Gaëtan sera d'accord avec moi, la charge cognitive, elle commence dès la consultation, bien sûr. Et quand on consulte un mail à 21h le soir, un vendredi soir, par exemple, et qu'on a un mail, je sais pas, désagréable ou sur un nouveau problème qui est posé, il est évident que ça va continuer à nous travailler pendant le week-end, tout le week-end, jusqu'au lundi. Donc, il faut organiser avec son manager les conditions de cette déconnexion et convenir, notamment en cas d'urgence, d'avoir une reprise de l'activité uniquement par téléphone, par exemple. Merci beaucoup. Et du coup, je vais vous passer la parole, Gaëtan, puisque Cogix a étudié l'impact des modes d'organisation et du travail, et notamment suite à la période de télétravail généralisé, sur l'état cognitif des individus, donc sur la charge mentale, le niveau de collaboration, l'anxiété, etc. Est-ce que vous voulez nous partager quelques éclairages qui sont ressortis de cette étude ? Oui, alors effectivement, peut-être une des premières choses, un premier constat, mais qui je pense est partagé par un grand nombre, c'était effectivement l'enfer. Et je vous rejoins pour tous ceux qui avaient des enfants. Maintenant, le côté positif de cette période, c'est qu'on a quand même vu que la grande majorité des salariés ont réussi à s'organiser, ont réussi à s'auto-réguler, ont tout d'un coup eu une flexibilité dans l'organisation de leur rythme de travail, et donc ils ont pu les adapter, comme je le disais tout à l'heure, à leurs propres besoins. Il y avait tout d'un coup plus personne pour venir les juger s'ils avaient besoin de faire une sieste ou de prendre 4 pauses courtes dans la journée plutôt qu'une longue. Et ça, on voit que c'est extrêmement bénéfique. Maintenant, dans les résultats qu'on a obtenus, il y a quand même un réel point d'alerte, puisqu'à la fin de la période de confinement, on observe qu'il y a à peu près un quart des salariés qui étaient interrogés sur une base de près de 700 personnes qui avaient ce qu'on appelle un niveau de ressources cognitives et sociales défavorable. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, ils avaient une charge mentale accrue, ils avaient un niveau d'anxiété plus important, un capital social plus faible et un engagement plus faible. Donc on est un quart de la population, c'est quand même assez important. On est très loin de la romantisation qu'on a pu observer, notamment dans les médias, suite au confinement et au télétravail, où effectivement, beaucoup d'entreprises ont pris conscience que finalement l'efficacité était accrue en télétravail, on perd moins de temps dans les transports, on perd moins de temps en réunion. Donc tout va plus vite. Mais, et on voit certaines entreprises qui sont en train de réfléchir à le pérenniser, à passer au 100% télétravail, que ce soit en Europe ou ailleurs. Il y a un vrai point d'alerte, puisqu'il y a un quart de la population, selon nos données en tout cas, qui n'arrivera pas à suivre. Et il y a un vrai risque pour leur efficacité et pour leur bien-être. Et quand on regardait les modes de travail qui étaient mis en place, on observe aussi que c'est des personnes qui n'avaient pas forcément les modes de travail adaptés au télétravail. C'est-à-dire qu'ils avaient du mal à justement déconnecter le soir et le week-end, ils avaient du mal à prendre des pauses, ils avaient une hyper-connexion au travail pour finalement réussir à garder une collaboration, à montrer qu'ils étaient efficaces. Donc derrière, il y a la question de la culture, même si je ne suis pas expert de ce sujet-là, ça renvoie à plein de questions, mais la question des modes de travail à domicile est extrêmement importante, en plus du logement qui est quand même le facteur numéro 1. Et ça va être une vraie problématique pour les organisations de savoir si elles poussent au télétravail, est-ce qu'elles doivent accompagner vers une amélioration des logements de leurs salariés ou pas. Et une des choses qui est ressortie également, c'est que finalement, vous parlez
contraintes, effectivement, il y a plein d'organisations qui, et c'est normal quand on a plusieurs dizaines de milliers de salariés, se disent on va imposer un certain rythme d'alternance entre le télétravail et la présence au bureau. Ce qu'on observe, c'est que finalement, les salariés sont peut-être, voire sûrement, les mieux à même de savoir le rythme qui leur correspond. Et quand on interroge les salariés sur le nombre de jours en télétravail qu'ils souhaiteraient, on voit que ceux qui souhaitent du télétravail sont effectivement les personnes qui disposent d'un niveau de ressources plus important, je parle de ressources cognitives et sociales, et ce sont également des personnes qui ont mis en place des modes de travail adaptés au télétravail. Et à l'inverse, les personnes qui souhaitent revenir au bureau, c'est qu'elles ont besoin de revenir au bureau. C'est qu'elles ont besoin de revenir au bureau pour leur efficacité, parce qu'elles sentent bien que finalement, la façon dont elles travaillent à domicile ne leur permet pas de s'accomplir au travail et d'accomplir efficacement ce qu'ils ont à faire. Donc c'est compliqué, mais je pense qu'il y a une vraie question autour de la liberté qui sera laissée aux salariés de pouvoir trouver le rythme entre le télétravail et la présence au bureau qui leur correspond, et donc ça revient à briser la croyance qui voudrait que les personnes préfèrent aller en télétravail pour moins travailler versus rester au bureau. Merci beaucoup. Et Olivier, une question similaire. À votre avis, quels sont les risques d'une hyper-individualisation de travail et quels enseignements nous permet cette récente expérimentation, comme vous aimez bien ça, à très grande échelle du télétravail généralisé? C'est vrai qu'on a vécu une sacrée expérimentation. Alors, je crois qu'on est en train de voir se dessiner finalement 3 modèles d'organisation. Et comme bien souvent, c'est peut-être la composition ou la combinaison de ces 3 modèles qui nous intéresse davantage que l'un de ces modèles. Le premier modèle, on le connaît bien, c'est l'entreprise mécanique. Ça fait un siècle, voire plus que ce modèle existe. Et on voit bien comment, dans cette entreprise dite mécanique, c'est-à-dire qui repose sur de la prescription, du contrôle, de la sanction, cette entreprise plutôt verticale, plutôt cloisonnée, qui est encore assez dominante, on voit bien comment cette surcharge informationnelle, d'un seul coup, vient se superposer à tout ce qu'on faisait déjà. Et donc, on se retrouve dans une situation de travail un peu émiettée et envahi tout seul dans cette solitude face à ce flux d'informations qui va crescendo. Aux antipodes, on a vu émerger dans les années 2000 les startups et dans leur sillon la plateformisation du travail, Uber en tête. Et là, on voit bien comment ce modèle d'organisation pose un autre type de problème, c'est que l'individu se retrouve seul, pas du tout dans une case, pas du tout dans un cadre comme dans l'entreprise industrielle, mais plutôt sans filet. Et là, il faut qu'il se débrouille. C'est le grand bain, c'est l'entreprise ultralibérale, et il va devoir faire avec et être en permanence finalement à l'affût de cette information-là, dont il devient un peu esclave de jour comme de nuit. Et puis, il y a un troisième modèle qui est en train d'émerger, qui nous paraît intéressant, qui est le modèle de l'entreprise organique. C'est-à-dire cette entreprise qui, en fait, redonne de la place au vivant, qui dit, bon, le digital, il est là, on en a besoin, de toute façon, on ne pourra pas faire sans. La dimension, on va dire, mécanique, elle est là, on en a quand même besoin, quand on est plusieurs milliers à travailler ensemble, avoir un peu de cadre de process, on en a besoin. Mais, au fait, peut-être qu'on pourrait, plutôt que de se laisser écraser par ces 2 modèles, remettre de l'humain, du vivant au centre. Et donc, comment le refaire? Tout simplement déjà en donnant davantage de valeur au présentiel et en réorganisant le présentiel en conséquence, en faisant en sorte que les espaces de travail deviennent des espaces de ressources dans lesquels on a envie de venir, pour se voir, pour se toucher, pour se sentir, en faisant en sorte que les process soient ni étouffants, entreprise mécanique, ni absent, entreprise ultralibérale, pour nous permettre de nous situer, et que finalement, ce qui me paraît intéressant, et c'est un peu d'ailleurs le titre du dernier bouquin qu'on avait fait, dans ce monde digital, dans cette société digitale, comment rester humain, et plus que jamais, je crois, après cette expérience en mode un peu crash test qu'on a vécu, plus que jamais, la question de notre humanité et de notre capacité à rester humain dans ce monde mécanique d'un côté, digital de l'autre, me paraît centrale. Et là, pour le coup, c'est à nous, matin après matin, de venir nous réimposer comme humains dans ce monde-là. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va démarrer une session d'une dizaine de minutes sur vos questions et on en a déjà dans le chat, n'hésitez pas à compléter. On va passer de ce que j'ai lu avant, de questions pratico-pratiques, et alors ça on fait comment, à des questions un petit peu plus larges. Donc j'espère que vous êtes prêts. La première, on va commencer pratico-pratique. On observe le recours à WhatsApp pour la communication pro, un outil qui invite à la réponse immédiate et surtout qui est principalement personnel au départ. Cette porosité vie pro-perso est-elle à proscrire absolument?
Sur WhatsApp, je crois que ce qu'il faut dire, et ça me faisait penser à l'autre question tout à l'heure sur l'entreprise Zéro Mail qui a été posée. Tout est question d'usage par rapport aux outils. Est-ce qu'on cherche à cibler une entreprise Zéro Mail? Certains ont essayé, notamment Atos en France. Au final, ils ont arrêté l'expérimentation puisqu'ils se sont rendus compte que l'outil mail était très utile quand il est bien utilisé. L'outil mail est très pertinent. Pour WhatsApp, ce qu'on peut dire, c'est que WhatsApp est un outil très utile quand on est interne dans un service, à partir du moment où WhatsApp reste la machine à café virtuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de sollicitation sur WhatsApp. On ne fait pas une demande à quelqu'un sur WhatsApp. On informe son équipe de quelque chose, on sort de réunion, telle information a été annoncée, on va le donner. On est sur des petites informations de type machine à café, on n'est jamais sur des instructions, on n'est pas sur des demandes à faire. Et du coup, la personne qui fait partie du WhatsApp n'est pas obligée de se connecter en temps réel, ni de suivre ce qui se passe sur WhatsApp de manière quotidienne. Elle peut se connecter quand elle a un moment, et puis elle peut rester déconnectée, il n'y a pas d'obligation à être dessus. De la même manière, WhatsApp ne permet pas la traçabilité des informations comme par mail. Donc je crois que ce qui est l'enjeu aujourd'hui, c'est d'utiliser les outils pour ce qu'ils sont capables de produire. Le mail est un outil qui est extrêmement utile. Je ne pense pas qu'il faille désirer que le mail soit supprimé dans les organisations. WhatsApp peut être un outil également très utile pour l'animation, pour l'ambiance au sein d'un service, et c'est notamment un outil très utilisé par les jeunes dans les entreprises. Le tout, c'est de savoir quelles informations on véhicule à travers les outils. Merci beaucoup. On a une question très précise. Je dois mettre en place une digitalisation de la compliance de mon entité, consistant à évaluer nos partenaires d'un point de vue de leur responsabilité environnementale, sociale, politique, etc. Où est le bon équilibre entre automatisation des processus et valeur d'une évaluation humaine des cas? Je peux meubler 30 secondes si vous voulez réfléchir. Est-ce que l'un de vous souhaite prendre la parole ou est-ce qu'on y revient un petit peu après? Il va me falloir plus de 30 secondes. Il va falloir plus de 30 secondes. Est-ce que, alors, si on la simplifie juste un petit peu pour donner un premier élément de réponse et qu'ensuite on continuera sur la question de l'équilibre entre automatisation des processus et donc là, si on le met sur l'information, quelle est la notion d'équilibre entre je passe une information d'humain à humain ou je choisis mon canal de communication et tout est automatisé, je rentre l'information là, qui en a besoin doit savoir venir la chercher, etc., etc. Ouais, moi je pense que là, en fait, on touche à un sujet ultra important, mais vraiment un sujet central. C'est vraiment, et je vais enfoncer une porte ouverte, mais c'est la question de la coexistence homme-machine. Je pense qu'on ne sera pas remplacé par les machines. Par contre, je crois qu'on a vraiment ce sujet, mais qui n'est pas nouveau, qui est comment est-ce qu'on coexiste, comme on a coexisté avec le train qui allait de plus en plus vite, avec la pelleteuse qui faisait notre boulot et avec le robot qui nous remplaçait. Là se pose la question de comment est-ce qu'on coexiste avec ces machines. Et pour moi, c'est le sujet de demain, c'est-à-dire d'apprendre à ne pas se laisser écraser par la machine, par son automatisation, par cette tentation quand même un peu parfois simpliste, effectivement, d'industrialiser des process sur fond digital. Inversement, renoncer à la machine, refuser la machine me paraîtrait un peu à contre-courant de l'histoire. Et donc, je crois que si la tentation aujourd'hui pourrait être de laisser la machine prendre plus de place, effectivement, luttons contre. Et en matière d'évaluation, par exemple, et je crois que Gaëtan le sait bien pour toutes les démarches d'évaluation qu'il mène, on sait bien qu'une évaluation automatisée ne suffit pas, mais qu'elle peut permettre de récupérer de l'information. On sait bien que derrière, on va avoir intérêt à la qualifier. De la même façon, on sait bien qu'un algorithme peut m'aider à prendre une décision, mais il ne faut surtout pas qu'il prenne la décision à ma place, sinon c'est un monde de dingue. Or, on commence à le voir parfois émerger. Donc cette question de garder le manche et de vivre avec les machines me paraît être effectivement une question centrale. Et ça va se régler d'un métier à un autre, d'une activité à une autre, mais il faut en débattre, il faut en permanence tous les jours le mettre sur la table, parce que c'est un sujet majeur. Merci beaucoup Olivier. Une autre question qui est vaste également, l'idée même de décélération est-elle acceptable dans le monde de l'entreprise? Allons-nous vers une slow economy? Ou est-ce qu'on veut y aller? J'irai pas jusqu'à parler de slow economy, mais en tout cas en interne, je pense qu'il faut y aller, clairement. Il faut y aller sans forcément
que ça aille jusqu'à ralentir l'économie et le modèle économique d'une entreprise, mais qu'elle se pose la question de savoir comment je peux à minima conserver le même modèle économique en ralentissant. On voit des entreprises dans ce cadre-là qui réfléchissent de plus en plus, voire qui sont en train de sauter le pas de la semaine de 4 jours. Comment tout d'un coup je prends mon temps, j'enlève 20% et j'essaie de réorganiser les process internes pour que mes salariés d'une part aient plus de temps libre pour récupérer en dehors de la semaine de travail, mais aussi pour se nourrir de projets qui vont les enrichir, leur permettre de s'accomplir, tout en gardant la même économie. Donc je pense que sans forcément vouloir revenir en arrière, ou en tout cas réduire tout d'un coup l'économie globale, on peut quand même poser la question du ralentissement des modes de travail et de la société dans son ensemble. J'irais bien dans le prolongement de ce que dit Gaëtan. Pour moi, peut-être le coup d'après, c'est de sortir de cette idée de la mesure. Je pense que la mesure, justement, est notre pire ennemi en matière de rapport au temps, parce que nécessairement, on cherche à le rendre plus productif, et donc nécessairement, on en rajoute. Et là-dessus, il y a un sociologue là, qui vient de sortir un ouvrage, et qui est un sociologue qui est formidable, que je vous recommande vraiment, Hartmut Rosa, qui avait écrit un premier ouvrage qui s'appelait Accélération, qui a sorti ensuite un ouvrage qui s'appelle Résonance, Théorie de la résonance, et Hartmut Rosa, justement, invite à prendre le monde tel qu'il est différemment, notamment en lui donnant davantage de résonance, et induit cette idée selon laquelle on pourrait peut-être performer, entre guillemets, différemment de ce qu'on connaît depuis un siècle, c'est-à-dire en passant d'une logique de la mesure à une logique de la résonance, et donc en envisageant le rapport au temps différemment. Et il me semble qu'on a maintenant intérêt à sortir du cadre si on veut effectivement retrouver un peu d'oxygène dans notre rapport au temps et au travail et aux autres. Merci beaucoup. Comme dernière question, on va en prendre une qui va du coup nous faire un rebond avec une des tables rondes de cet après-midi, puisqu'on nous a demandé quid de la notion d'urgence qui diffère d'une génération à l'autre. Et cet après-midi, on a tout un segment sur le management des générations. Donc sans empiéter sur ce sujet-là, est-ce qu'on peut mettre sur la valorisation de l'urgence et amorcer le sujet des générations ? Alors, peut-être sans répondre complètement à la question, mais on est souvent interrogé sur l'écart entre les générations d'un point de vue scientifique. Et on voit beaucoup de parents, notamment dans les entreprises, qui, au-delà de l'écart des générations au travail, se posent la question, ils nous posent la question de savoir, finalement, et on voit les deux cas, est-ce que les jeunes, mes enfants ou collaborateurs, collaboratrices, ne sont pas plus stupides du fait d'Internet et des nouvelles technologies? On a également l'autre cas, finalement, ils arrivent à réagir beaucoup plus vite et donc ils sont plus intelligents et on est complètement dépassé. Je pense qu'il faut essayer de sortir un peu de cette vision parfois un peu caricaturale. Notre cerveau, au risque de me répéter, il a pris des millions d'années pour devenir ce qu'il en est. Donc pour rassurer les parents, jeunes parents et managers qui auraient peur des nouvelles générations, ils ont le même cerveau que nous. Clairement. Après, ils ont pris des habitudes et ils se sont conditionnés à avoir des comportements qui ne sont pas forcément les mêmes. Et ça peut être vertueux ou pas. Mais je pense qu'il faut en tout cas pas avoir une vision idéologique de ce sujet-là. Les comportements, ça se travaille dans un sens comme dans l'autre avec les jeunes générations aussi. En tout cas, sur la question de l'urgence, ce que j'observe, ce qu'on sait, c'est que les jeunes ont une volonté aujourd'hui de préserver leur vie personnelle qui est bien plus importante que parmi les générations, les autres générations. Et donc, la génération Z et même la génération Y est particulièrement vigilante sur ce sujet. Ce sont les enfants de la crise, ils ne veulent pas tout donner à l'entreprise et ils veulent préserver leur vie personnelle. Et ce qu'on observe, c'est que les organisations qui mettent en place la déconnexion, qui organisent la déconnexion de leurs salariés pendant le soir, le week-end et pendant les vacances, ce sont les entreprises dans lesquelles les jeunes ont envie d'aller travailler et que ça devient un argument de marketing RH très très clairement. Au contraire, les entreprises qui vont avoir pour tendance de communiquer à n'importe quelle heure du jour et de la nuit vont faire fuir les meilleurs profils, c'est aussi une certitude. Donc je crois qu'il y a un enjeu clairement aujourd'hui sur ces sujets-là pour les jeunes. Merci beaucoup. Moi, je rajouterais juste, si je peux me permettre, dans 30 secondes, ça vaut le coup de regarder du côté de la Silicon Valley, comme souvent, pour voir notamment une école, la Waldorf School, dans laquelle la plupart des patrons de start-up envoient leurs enfants. Et cette école a quand même une particularité qui est intéressante, c'est qu'elle n'utilise pas l'ordinateur avant 13-14 ans. C'est-à-dire qu'on considère que jusqu'à 13-14 ans, ça vaut le coup de se poser, de rêver, de flâner, et puis de se connaître, de s'appréhender. Bref, d'être peut-être dans un monde un peu
plus humain qu'il ne le sera après du fait du digital. Donc je crois qu'effectivement, on a intérêt à sortir de cette espèce d'idée reçue selon laquelle les jeunes, étant nés avec une souris, ne pourraient vivre qu'avec elle et que le digital en eux. Et que notre boulot, au contraire, aujourd'hui, ça va être, et c'est peut-être le plus difficile justement, c'est de trouver comment les mettre à distance et les intéresser de différentes façons pour sortir de cette idée convenue et qu'on continue à se construire une vraie société humaine et pas seulement digitale. Merci beaucoup. Avant de conclure et très très rapidement, je vous demanderai bien à chacun d'entre vous un conseil très pratico-pratique, soit sur le management de la connaissance, sur le bien-être numérique. Go! Wow. C'était pas prévu ça, Mathilde. C'est une surprise. Bien sûr. Alors un conseil comme ça, très pratico-pratique, au-delà de 3 itérations par mail sur un même sujet sans conclusion, on change d'outil de communication. C'est-à-dire qu'on ne se laisse pas envahir toute la journée par des discussions, les fameux mails ping-pong. Merci beaucoup. Peut-être un conseil pratico-pratique, mais plus destiné aux managers ou aux personnes qui sont en charge, c'est de, comme je disais tout à l'heure, créer un cadre pour partager les représentations et vraiment échanger avec son équipe sur ce sujet-là, puisque quel que soit, on le disait tout à l'heure, il n'y a pas de méthode miracle, elle devra être adaptée à l'organisation, qu'elle soit petite ou grande, donc de créer un vrai temps pour ça, d'échanger les participations et de le faire de façon collaborative. Et peut-être aussi un conseil pratique, en équipe, apprenez à communiquer différemment, à afficher, à dessiner, à mettre en scène ce qu'on a à se dire. Ce sera toujours ça de moins d'empreintes cognitives qu'on fait peser sur ses collègues. Et en plus, bien souvent, ça peut devenir ludique, joyeux, esthétique, et qu'il y a tout un travail d'apprentissage de la mise en scène de ce qu'on a raconté à développer aujourd'hui dans nos organisations. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous de nous avoir suivis. Je pense qu'on repart avec de belles pistes de réflexion et un très bon début de feuille de route pour créer les conditions pour du travail serein, des informations adaptées et des communications fluides dans nos quotidiens professionnels. Pour les expérimentations où le concept a été abordé plusieurs fois, sachez qu'il y a des possibilités de co-créer des projets pilotes au sein d'IMS, donc n'hésitez pas à vous mettre en contact avec nous, on pourra en rediscuter. Pour continuer sur le sujet, nous mettons dans le chat le lien vers le livre de Caroline sur l'infobésité, vers celui de Olivier sur la société digitale et vers le blog, entre autres animé par Gaëtan, l'usine cognitive. C'est maintenant l'heure de la pause déjeuner. N'hésitez pas à en profiter pour aller visiter l'exposition virtuelle Infobésité, le regard des sciences cognitives, qui est accessible par le lien qui va aussi être envoyé dans le chat ou sur l'onglet Live Streaming Exhibition ou Visit Exhibition, qui est sur la plateforme depuis laquelle vous nous regardez. On se retrouve tous ensemble à 14h pour continuer à apporter des réponses concrètes et générer un impact positif. Le plateau de 14h s'appelle d'Hyperconnecté à Technofuté, faisons le premier pas. Tout un programme et d'ici là, n'hésitez pas à partager vos réactions, vos difficultés ou d'autres questions, soit sur le chat, soit sur les réseaux sociaux. Nous sommes actifs sur LinkedIn et Twitter, #LSF2020. Merci Mathilde.